Hi everyone. Can everyone hear Bonjour à me? tous, bonjour à toutes. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Il faut que vous mettiez votre petit écouteur puisque nous sommes dans une conférence silencieuse. Vous ne pourrez m'entendre que si vous mettez l'écouteur. C'est l'innovation de cette année au Forum de Paris pour la paix. C'est fantastique de voir autant d'entre vous. La présidente de la Bosnie-Herzégovine est avec nous, un collaborateur essentiel pour l'entrée de la Bosnie-Herzégovine au sein de l'Union européenne. Cette année, nous célébrons les 30 ans de la signature des accords de Dayton qui ont mis fin à une guerre qui a ravagé la Bosnie-Herzégovine et le continent européen de manière plus générale. J'y pense souvent puisque depuis 3 ans, on dit que la guerre est de retour sur le continent européen à cause de l'agression russe en Ukraine. Mais la vérité, c'est que la guerre n'avait jamais quitté le continent. Il y a 30 ans, il y avait la guerre en Europe, dans un pays plus proche encore. Et nous avons échoué à y mettre fin. 30 ans plus tard, nous voilà réunis pour parler de l'héritage de cet accord, mais également pour parler de l'avenir, de la réconciliation, des réformes, de la démocratie, de la société civile. Nous sommes ici pour parler du chemin européen de la Bosnie-Herzégovine, soutenu par la France, qui aide la Bosnie-Herzégovine à mener des réformes importantes. Aujourd'hui, sur le panel, nous avons 4 jeunes représentants de la société civile bosnienne. Je vais être honnête, en plus personne ne m'entend en dehors des écouteurs, mais je vais dire que quand on parle de Bosnie-Herzégovine, on parle de communautés, de groupes, mais ici nous avons des individus, des citoyens, des personnes qui veulent aborder les réformes, l'environnement, la prospérité économique, qui veulent aborder des questions importantes pour tous les jeunes au sein de l'Union européenne et de l'Europe. Et c'est ce dont je voudrais parler, les occasions qui vont se présenter à nous dans les 30 prochaines années, comment bâtir sur ce que nous avons aujourd'hui. Quelles sont les difficultés auxquelles le pays est confronté? Comment est-ce que le poids du passé pèse encore? Quelles sont les opportunités pour redonner vie à l'espoir européen de la Bosnie-Herzégovine? Alors, j'ai prévu de parler de manière ouverte avec vous. On veut votre opinion franc, honnête et libre. Alors, pour vous 4, quel est l'héritage de l'accord de paix de Dayton? Qu'envisagez-vous pour l'avenir et qu'attendez-vous de vos dirigeants et de l'Union européenne, de la Commission européenne et du gouvernement français? Alors aujourd'hui, nous avons sur scène Emina Pasanovic, déléguée de la jeunesse de Bosnie-Herzégovine au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe, Ivana Koralik, directrice exécutive à Transparency International, Ivana Vucetic, chercheuse et journaliste qui travaille sur l'accord de Dayton pour l'ONG Why Not, et Vladimir Andrle, président de la Benevolencia, qui travaille aussi dans le même pays. Emina, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Alors tout d'abord, je vais vous parler de mon pays, ce petit, beau pays au sein des Balkans. La Bosnie est principalement connue à cause de la guerre des années 1990, malheureusement, connue à cause du génocide à Srebrenica. Mais ce n'est pas que ça, la Bosnie. La Bosnie-Herzégovine est un pays qui a une histoire longue de centaines et centaines d'années. En 1992, nous sommes devenus Bosnie-Herzégovine et nous avons mis en place des cadres de paix qui avaient été élaborés dans les années 1990. Et donc, notre pays a un passé riche qu'il faut protéger. Un passé plus riche que notre histoire récente. J'ai ramené avec vous un petit livret, puisque souvent
on a besoin de documents. Ce document m'a été donné par l'Université de Sarajevo, la faculté de philosophie. Et on peut y voir des photos de documents qui prouvent l'état de Bosnie-Herzégovine et son existence. Je vous invite à venir le voir si vous voulez. Parlons de l'avenir maintenant. Nous voulons rejoindre l'Union européenne. Pour nous, cela représente la sécurité, la prospérité économique. Ça veut dire beaucoup de choses importantes, puisque à l'heure actuelle, malheureusement, nous sommes encore sous le poids de notre passé, et ce passé nous rattrape souvent. Nous avons du mal à nous tourner vers l'avenir. Ce passé est ravivé par des acteurs politiques qui cherchent à réviser l'histoire et à changer quelques faits, tout ça dans un intérêt personnel. Et très concrètement, ce que je veux dire, c'est que la situation politique est très différente de la manière dont les Bosniens se réunissent et comment ils vivent. Et donc, la Bosnie-Herzégovine a souvent une image erronée. En effet, il semblerait que les citoyens ne soient pas compatibles. En tout cas, c'est le discours politique. Mais la vérité est que nous, citoyens, originaires de différents groupes ethniques, avec différentes religions, différents contextes, nous coopérons quotidiennement et nous vivons en pleine harmonie. Nous sommes amis, collègues, nous travaillons ensemble dans tous les secteurs d'activité possibles, à tous les échelons de la vie quotidienne. Mais ce discours, ou plutôt cette image de la vraie Bosnie, n'arrive pas à être mise en valeur. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Emina. Dayton a été signé en tant que cadre de paix. Et donc, il s'agit maintenant, 30 ans après, de voir ce que nous avons fait. De nombreux politiques ont du mal à laisser ce cadre dans le passé, puisque c'est ce qu'il était, un cadre pour créer une société ouverte, libre. Mais malheureusement, on voit que certains politiques s'accrochent à ce document comme si c'était le seul document utile pour la vie politique de notre pays, ce qui évidemment n'est pas vrai. Nous avons des problèmes institutionnels, il y a plusieurs vides juridiques au sein de notre constitution. Nous avons des problèmes avec les institutions culturelles, avec l'appareil législatif, avec les poursuites judiciaires. Et nous, en tant que société civile, nous avons du mal à nous rendre compte à quel point la population bosnienne arrive à prendre en compte tout cela. Puisque depuis 30 ans, nous vivons dans ce monde lacunaire. Et cela a des conséquences sur la vie socio-économique. Donc bien sûr, l'accord de Dayton a été essentiel pour les 30 dernières années. De nombreux sujets y sont liés. Mais la question principale, c'est comment aller au-delà des sujets populistes, comment mettre en place les réformes clés dont la Bosnie-Herzégovine et sa population ont besoin pour vivre une vie digne. Lorsqu'on parle de la cession à l'Union européenne, eh bien, les politiciens se perdent souvent. Ils parlent d'autres priorités. Et la plupart des politiciens, la plupart des hommes politiques se concentrent sur l'aspect législatif, sur l'agriculture, sur des questions économiques. Les hommes et les femmes politiques ont du mal à se concentrer sur les vraies priorités, les priorités gouvernementales, les priorités étatiques. Ces questions qui nous aideraient à avancer. Donc, 30 ans après Dayton, il s'agit de parler de cette addiction presque à l'accord de Dayton. Il faudrait la considérer comme un cadre plutôt comme un statu quo.
Je suis d'accord avec mes copanélistes. Cela étant dit, j'aimerais parler de l'état de droit. Il y a des problèmes structurels en Bosnie-Herzégovine et il faut que nous fassions tous un effort pour trouver une solution. Nous devrions nous concentrer sur les réformes économiques, bien sûr, sur rendre la vie des Bosniens plus facile. Mais avant cela, il faut peut-être se concentrer sur les droits fondamentaux et leurs garanties. Il faut se concentrer sur les discriminations, car c'est une réalité. Il y a toujours beaucoup de dispositions discriminatoires dans notre Constitution. Si les Bosniens n'ont pas accès à un état de droit fort, alors nous ne pourrons pas avancer dans la bonne direction. Alors, ce n'est pas la faute de l'accord de Dayton. La Bosnie était censée mettre en place des institutions après la signature des accords de Dayton, des institutions fortes qui permettraient de renforcer la reddition de comptes des preneurs de décisions locaux et non pas s'entêter à penser que l'intervention internationale serait la solution. Cela ne peut pas continuer. Si on maintient ce statu quo, si on maintient cette division entre les communautés, si on maintient ce système polarisé, ce sera plus facile pour les politiques de contrôler les ressources, les institutions, puisqu'elles seront divisées, séparées. Il faut que nous ayons des éléments étatiques forts qui puissent prendre des décisions indépendantes. Il faut que, sur le plan ethnique, des décisions impartiales puissent être prises. Il ne s'agit pas de protéger des intérêts ethniques, mais plutôt des intérêts politiques et économiques des gens au pouvoir. Donc je pense qu'à l'avenir, il faut donner plus de pouvoir à la population et qu'ils puissent demander plus de reddition de comptes de la part des dirigeants. Pour que les choses avancent dans le bon sens, nous devons changer. Nous ne pouvons pas continuer ainsi pendant 30 ans de plus. Les accords de Dayton devaient créer un socle pour la paix, pour la création d'un État. Mais nous devions créer des institutions fortes pour un État fort. Quelque chose qui aurait pu être durable. Et en réalité, tous les ans, nous sommes amenés à nous demander si une nouvelle crise va émerger, si notre système va s'écrouler, si la Republika Srpska va se séparer de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'il y aura une troisième entité? Toutes ces questions reviennent encore et encore. Et c'est fait de manière intentionnelle pour que nous ne puissions pas nous concentrer sur les vraies priorités, les vrais besoins des populations. Surtout pour que nous ne puissions pas créer un État fort bosnien. Et pourtant, nous devons faire face à ces problèmes qui sont une réalité, ces problèmes en lien avec le nationalisme, des menaces pour la Bosnie-Herzégovine. 30 ans, et oui. 30 ans après les accords de Dayton, nous nous retrouvons dans une situation compliquée. On ne sait pas si les accords de Dayton étaient une bonne ou une mauvaise chose. C'était une bonne chose, bien sûr, puisque ça a mis fin à un génocide, à une guerre sanglante. Et ça a permis de calmer les choses. Mais en 30 ans, le pays n'a pas avancé. La Bosnie-Herzégovine n'a pas d'institutions fortes. Notre pays n'a pas un système éducatif
unique et nous avons du mal à résoudre les problèmes du passé. Le passé pèse encore trop sur notre vie quotidienne. Et certains politiques qui sont soit nationalistes, soit concentrés sur leurs ethnies, utilisent ces émotions qui émanent du passé pour manipuler les populations. Si cela perdure, la Bosnie-Herzégovine sera détruite et sa société avec. À l'heure actuelle, 150 000 personnes sont discriminées par la Constitution. Cela ne peut pas continuer puisque nous ne pourrons pas rejoindre l'Union européenne, le cas échéant. Et pourtant, nous sommes géographiquement dans l'Union européenne. Mais ces 150 000 personnes qui sont discriminées n'ont pas accès aux mêmes droits, ne peuvent pas jouir de leurs droits et atteindre leurs rêves. Nos institutions sont trop faibles. Elles ne remplissent pas leur rôle. Elles n'aident pas les Bosniens à vivre une vie plus digne. D'un point de vue économique, la Bosnie est faible, la population est pauvre et n'a pas accès à assez d'opportunités pour améliorer sa vie. C'est pour cela que la plupart des personnes qualifiées quittent le pays. Nous avons une vraie fuite des cerveaux. Plus d'1 million de personnes qui viennent de Bosnie sont parties aux États-Unis, en Europe centrale et dans bien d'autres pays. Et je tiens à dire que c'est ces gens qui sont essentiels pour la Bosnie-Herzégovine et son progrès. Des jeunes qualifiés, compétents, doivent aider la Bosnie à avancer. Et malheureusement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas en Bosnie-Herzégovine. Ils sont partis d'ailleurs. Donc pour moi, c'est ça les problèmes principaux qui persistent en Bosnie depuis 30 ans. Alors pour moi, l'avenir, la Bosnie dans 30 ans, eh bien, si rien ne change, la situation ne s'améliorera pas. Donc nous avons besoin de réformes, nous avons besoin d'institutions fortes pour renforcer le pays et nous avons besoin de l'état de droit. C'est la base. Nous en avons besoin de manière urgente. Nous en avons besoin aujourd'hui et ce serait déjà presque trop tard. En effet, l'état de droit va garantir la sécurité de notre population, va ouvrir va présenter de nouvelles occasions aux populations et ce qui va leur permettre de vivre une vie plus digne. Et au final, cela permettra d'unir les populations de Bosnie. Merci beaucoup. Vous avez tous parlé d'institutions fortes, de l'état de droit et de réformes économiques, de laisser le passé dans le passé. Et je dois dire que vous n'avez pas répondu à une de mes questions, mais je trouve que c'est très symbolique en finale. Je vous ai demandé ce que nous pouvions faire, institutions, plutôt communauté internationale, Union européenne, France. Je vous ai demandé ce que nous pouvions faire pour vous aider, mais vous n'avez pas répondu. Donc je vais vous reposer la question. Vous vous êtes concentré sur ce dont la Bosnie a besoin. Mais pouvons-nous parler de la première étape concrètement? Cette année a été une année compliquée. Pouvons-nous bâtir sur ce que nous avons appris cette année pour créer un meilleur avenir? Les gens présents dans cette pièce, que ce soit la commissaire de l'Union européenne, des gens très qualifiés, peuvent vous aider. Comment? Généralement, je commence par dire qu'il faut punir les fautives. Mila Radodić a été poursuivie en justice cette année à cause de ses crimes. C'est l'ancien vice-président de la Republika Srpska.
Konakovic, le ministre des Affaires étrangères bosnien, nous a expliqué ce qui s'était passé. Republika Srpska soutenait la Russie. C'était une copie conforme de la Fédération de Russie en termes de sa gestion de la démocratie et de l'état de droit. Et tout a commencé en Bosnie-Herzégovine. Je vais vous expliquer. Cette personne voulait vendre et a trouvé un client à Moscou. Ils se sont rendus à Moscou, ils ont été accueillis par Vladimir Poutine. Ils étaient extrêmement étonnés d'être accueillis par le président. Et puis, il a reçu 230 millions d'euros pour son exploitation pétrolière. Et c'est comme ça que son activité avec la Fédération russe a commencé. Petit à petit, il s'est rendu compte que les oligarques disparaissaient mystérieusement et il a pris peur. À cette époque-là, on nous disait qu'il avait été menacé, lui et sa famille, pendant plusieurs années. Il recevait des ordres de la Fédération de Russie. C'est ce genre d'homme qui n'en a rien à faire de son pays, qui n'en a rien à faire de la population de son pays. Ses actions ont été complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Nous parlions des réformes. Certains ministres ont bloqué ces efforts de réforme et pourtant nous avons réussi. Mais nous avons failli perdre toutes ces réformes et tous ces efforts. Nous avons fait des réformes pour donner accès à la population à une économie plus forte, pour qu'ils puissent vivre dignement. C'est ce genre d'homme qu'il faut punir. Il faut plus de reddition de comptes. Il faut que la Russie également soit responsable de ces erreurs. Ces personnes qui font du mal à notre pays, à notre constitution, à nos velléités de rejoindre l'Union européenne, font du mal à notre pays. Ils font du mal à tout le monde, aux Serbes, aux Bosniaques, aux Croates. Ce genre de personnes qui se présentent comme des hommes patriotes, qui protègent leur pays, alors qu'en fait, ils ne protègent que leurs propres intérêts. Des centaines de millions d'euros sont entreposés en Russie et gérés par des Russes. Et ce genre de personnes doivent être punies. Nous devons voir leur vrai visage. Ils ne protègent que leurs intérêts privés. Et je pense que ce serait une très bonne première étape. Alors pour moi, ça va un petit peu plus loin que ça. De nombreux Bosniens pourraient être punis, pas seulement Milorad Dodik. En termes d'attente, je suis d'accord pour dire qu'il faille construire des institutions plus fortes. Mais je pense que le dirigeant est aussi un aspect important. Il faut que les processus de prise des décisions, notamment concernant les réformes les plus importantes et les institutions qui façonnent les institutions, doivent être transparentes. Les dirigeants ne peuvent pas prendre des décisions au restaurant, à l'hôtel, en dehors de ces forums et du public. Il faut que la prise de décision puisse être surveillée. Il faut arrêter de protéger les autocrates. Évidemment, on n'arrête pas de le dire. Et pourtant, des écarts sont toujours faits pour protéger ceux qui sont à l'origine de la crise. Leur faire des faveurs ne les empêchera pas d'agir. On l'a vu par le passé.
Ce genre de personnes ont un impact négatif sur l'avenir de notre pays. Donc j'attends de voir comment les choses vont se développer dans le cadre du nouvel ordre mondial, puisque les choses changent. Les États-Unis ont changé de paradigme par rapport au monde, mais par rapport à la Bosnie. Il faut voir les effets des sanctions, mais il faut aussi défendre et faire le plaidoyer pour plus de changements. Et en ce sens, l'Union européenne doit faire plus. Nous devons baisser notre attente quant à la participation de l'UE, mais l'UE est pourtant la seule entité qui nous permet de voir un peu plus loin. Il nous aide à mener nos réformes démocratiques sur l'état de droit, puisque nous en avons besoin pour renforcer notre pays et pouvoir potentiellement rejoindre l'Union européenne. Les attentes que nous avons par rapport à l'Union européenne sont bien plus hautes maintenant. Et ce sera très intéressant de voir comment les choses vont avancer, et notamment vu qu'il y a maintenant des tendances autoritaires au sein de l'Union européenne. Notre région, les Balkans, est un peu au cœur de toutes ces forces, de toutes ces tendances. Nous devenons un pion sur le damier de l'Union européenne et on se retrouve un petit peu déplacé à la volonté des uns des autres. Malgré cela, une fois que nous aurons construit des institutions plus fortes, alors nous aurons moins besoin d'aide et pourrons nous responsabiliser. Je suis d'accord avec mes collègues. L'intervention étrangère doit baisser, notamment depuis la création de l'institution au sein de la Bosnie-Herzégovine. Il faut renforcer la confiance en les institutions démocratiques. En Bosnie-Herzégovine, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes, la numérisation des élections, la propriété, toutes ces questions sont gérées par le haut représentant, l'institution dont je parlais. Ça, c'est une institution très importante depuis Dayton, un élan positif d'hommes et femmes politiques qui voulaient agir dans le bon sens. 2005 a été une année clé. Et pourtant, malgré tout cela, malgré le travail du haut représentant, nous n'avons mis en place que des solutions à court terme. Et au final, nous n'avons pas d'institutions fortes. Nous avons des institutions qui sont dominées par des gens qui ne protègent que leurs intérêts personnels. Et donc, je rebondis sur ce que Ivana a dit. L'Union européenne devrait guider plus qu'intervenir, créer des partenariats là où des partenariats peuvent être créés, puisque l'intervention, l'aide, et nous le voyons depuis 30 ans, n'aide pas au renforcement de la démocratie. À l'heure actuelle, le monde change, la scène politique, le panorama politique à l'échelle internationale a changé. Et cela va avoir beaucoup de conséquences, mais ça nous permet aussi de redessiner nos partenariats et de trouver des partenaires qui ont les mêmes objectifs que nous. La Bosnie-Herzégovine veut rejoindre l'Union européenne et je pense que c'est ce sur quoi l'UE devrait se concentrer.
Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Vladimir et puis ensuite aux questions pour des questions-réponses. Mais avant cela, j'aimerais beaucoup que vous réagissiez sur la question du haut représentant, car je sais que c'est l'un des enjeux clés quand on pense à l'héritage de Dayton. Donc j'aimerais avoir votre réaction. Merci. Je pense que c'est une responsabilité immense pour la Bosnie. Tout changement de l'accord Dayton ne peut pas être fait au sein même du pays et au sein des parlements du pays. Il faut le faire avec la communauté internationale, surtout les pays qui étaient témoins de l'accord de Dayton. Je suis donc complètement d'accord que l'Europe ne devrait pas intervenir dans ce sens en Bosnie. Mais je suis d'accord avec ça, mais la Bosnie peut s'améliorer si elle rejoint l'Union européenne le plus rapidement possible. L'UE donnerait de la sécurité, de l'espoir au peuple bosnien, et c'est l'espoir qu'il nous faut. C'est l'espoir qui fera que les gens resteront en Bosnie, et il nous faut ces gens pour reconstruire notre pays. Donc, il nous faut leur force. Et donc vous avez parlé du bureau du haut représentant et je pense qu'il nous faut moins de cela dans ce sens. Il faut que ce bureau guide la Bosnie plutôt que d'imposer ses décisions. J'ai vu que ces décisions imposées ne fonctionnent pas, tout simplement. La moitié du pays ne respecte pas les décisions prises par ce bureau. Donc, si on prend cela en compte, ça ne fait aucun sens d'imposer des décisions de cette manière. Il y a des manières d'imposer, d'avoir des réformes non violentes en Bosnie. Par exemple, Václav Havel. Selon moi, c'est vraiment un modèle pour l'Union européenne, un modèle à suivre, car il pensait que l'Union européenne n'était pas qu'une union de marché ou d'institutions, mais une union culturelle également, une union de valeurs. Et c'est ce qu'il nous faut, non seulement en Bosnie, mais dans toute l'Union européenne. Il nous faut une vraie famille. Et nous faisons la promotion de l'UE en tant qu'union comme une famille. Et donc, si l'on fait cette promotion, eh bien, il faut agir en tant que tel. Il faut se soutenir entre nous. Et il faut avoir de la bonne volonté également. Je ne suis pas d'accord sur un de ces éléments. Ce qui est beau dans ce panel, c'est que nous avons différentes perspectives. Donc c'est pour cela qu'on appelle ça un dialogue sur l'avenir. Bon, je ne suis pas d'accord donc sur le fait que la moitié du pays ne soit pas d'accord ou ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est plutôt l'administration qui ne respecte pas ces décisions pour les raisons qui ont été déjà mentionnées à cause de l'intérêt personnel de ce bureau. Mais je pense que nous ne réussirons jamais à accéder à l'Union européenne avec ce bureau présent, car nous, avec ce bureau, nous montrons que nous ne pouvons pas dialoguer entre nous-mêmes. Et ce représentant réagit à nos représentants politiques qui ne réussissent pas à dialoguer entre eux. Donc, la question c'est quand est-ce que nos représentants politiques pourront-ils dialoguer entre eux pour que le bureau n'ait pas à agir de cette manière? Donc, selon vous, est-ce que la présence de ce bureau permet aux représentants politiques de ne pas dialoguer? Eh bien oui.
Oui, en fait, cela fait que la responsabilité ne retombe pas sur eux. Ce n'est pas leur responsabilité. Mais en même temps, il y a une institution qui a tellement de pouvoir dans le pays d'imposer des lois, de prendre des décisions sans redevabilité. Et ça, c'est un précédent, ce modèle qu'on a en Bosnie. Et je sais qu'il était censé avoir un conseil de mise en œuvre de la paix, etc. En tant que c'était censé être des garanties de paix dans ces premières années, processus de construction d'État, et c'était assez positif. Ça a pu créer des institutions dans le pays, de créer des normes démocratiques de base, mais après cela, cette sorte d'interventionnisme était censé battre en retrait, et là, ce n'a pas été le cas. Ce bureau est resté dans le pays. Et on a récemment vu des décisions prises par le bureau qui n'étaient même pas, qui ne faisaient même pas partie de son mandat. Et je pense qu'on devrait remettre en question la raison pour laquelle le bureau fait cela. C'est antidémocratique de changer la date de l'élection le jour même de l'élection. Il n'y a aucun groupe politique en Bosnie qui soutient de telles actions. Et si on a un interventionnisme de ce genre-là qui, en fait, va contre l'état de droit et les droits de nos citoyens, on doit vraiment remettre cela en question et chercher à réduire cet interventionnisme. Et je suis d'accord quand vous dites qu'on ne peut pas entrer dans l'UE en étant en ayant encore un organe externe qui prend des décisions pour nous. Donc j'aimerais intervenir, car en Bosnie, on parle constamment de changer la politique, changer les responsables politiques. Mais en fait, les 30 dernières années, on a différents responsables qui sont en charge de différentes parties du pays à différents niveaux. Donc on a eu le centre, la gauche, la droite, les libéraux, etc. Mais rien n'a changé, en fait. Ces 30 dernières années, la politique n'a pas changé. En fait, c'est le peuple qui a changé. Le problème en Bosnie est autre part. Ivana, ou peut-être quelqu'un d'autre, a dit que il faut prendre en compte la reddition. Il faut de la reddition de comptes de la part des responsables politiques. Il faut une politique pro-européenne, pro-démocratique. Et ça a à voir avec l'état de droit, les institutions fortes, tout ce dont on parlait auparavant. Et je pense que tout cela est lié à la question précédente, de quoi attendre de la communauté internationale, de l'Union européenne, qui peut nous guider dans ce sens-là, de changer la politique, la Constitution et même les accords de Dayton. Tout peut être modifié. On peut peut-être créer un Dayton bis. Et donc, on peut avoir un nouveau processus de réconciliation. C'est crucial pour l'avenir du pays. Il faut se rassembler au niveau politique. C'est ça qui assurera le pays de l'avenir de notre peuple. J'aimerais citer le document de notre congrès. Nous avons eu une mission de rapportage en 2021 en Bosnie sur le sujet de l'ingérence étrangère. Ils ont dit que la Bosnie, à cause de ses divisions ethniques, est perméable aux influences étrangères des États voisins à cause des centres culturels, des objets religieux, etc. Donc là, je vais citer le document du Congrès. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver sur le site du Congrès. En général,
Ce n'est pas le seul problème que l'on a, mais nous communiquons assez bien, nous travaillons bien, nous sommes amis, nous nous amusons. On partage énormément de belles choses, mais en fait, on a quelqu'un plus haut placé qui nous dit « nous ne sommes pas amis, nous sommes divisés » et que quelqu'un essaie de nous faire du mal. Et ce n'est pas par hasard que dans les années 80, on avait des réseaux ferroviaires et que nous n'avons plus ce réseau. En fait, on nous empêche d'être liés. Je pense qu'une des priorités clés en Bosnie, c'est l'éducation. L'éducation fondée sur les faits et la réalité. Deuxièmement, les connexions, l'infrastructure, tout cela doit changer. Les personnes dans les petites communautés rurales, partout en Bosnie, peuvent aller dans les villes et voir que personne ne veut les attaquer. Que c'est en fait c'est une distraction. On essaie de les distraire de la réalité. Donc ces réformes sont nécessaires et il faut que l'UE nous aide aussi à avoir une meilleure éducation, une très belle infrastructure comme dans l'UE. Quand je vais dans l'UE, j'adore prendre le train, j'adore prendre des liaisons ferroviaires. On n'a pas besoin de faire 10 heures de route, prendre l'avion, on peut tout faire en train et c'est une surprise, en fait, d'être surpris par cela au XXIe siècle. On ne devrait pas être surpris par cela. Merci. Et j'aimerais aussi dire que quand on parle du changement d'institutions et de reconstruction, ce qui serait intéressant, ce serait pour les politiciens en Bosnie, dans les institutions de l'UE également, que quand la politique change, et elle changera, ça c'est sûr, c'est la nature de l'histoire, nos systèmes politiques changeront, que nous accédions à l'UE ou à l'OTAN ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que ce populisme sera-t-il gagnant? Merci. Merci beaucoup. Je demanderai à la commissaire Kos de conclure. Et nous n'avons malheureusement pas le temps de prendre vos questions, mais ça a été une conversation très honnête, très riche. Vous n'étiez pas tout le temps d'accord, mais bien sûr, comme vous l'avez dit, vous êtes amis, vous pouvez vous amuser, et même quand vous n'êtes pas d'accord, alors qu'il y a des voix d'en haut qui vous disent que vous ne pouvez pas être amis. Mais il y a de l'espoir. Vous pouvez construire un avenir, et vous pouvez le construire avec nous, avec l'Union européenne. Donc j'aimerais vous remercier pour cette conversation et pour l'espoir que vous nous donnez avec tout ce travail que vous faites pour l'avenir de votre pays. Je vous remercie. Et maintenant, j'aimerais demander à Marta Koch de nous parler de la manière dont elle travaille avec l'Union européenne. J'espère que cela fonctionne. Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup, Emina, Ivana, Vladimir et même Benjamin. C'est excellent de travailler avec vous sur ce sujet, de ramener la Bosnie au sein de l'Union européenne ou même dans un sens plus large de travailler sur l'unification de l'Europe. C'est bon de vous entendre. Et peut-être qu'en fait, vous devriez remplacer vos responsables politiques. Vous parliez de changer le système politique en Bosnie et ça fait 30 ans. En fait, 30 ans, c'est long. J'aimerais beaucoup qu'on puisse changer la donne ensemble, mais ça a déjà commencé. J'ai beaucoup parlé aux jeunes en Bosnie, d'originaires de Bosnie, mais en dehors de Bosnie également. Je me suis rendu compte d'une chose. Ces jeunes ne veulent pas devenir une autre génération perdue. Cette phrase est devenue une sorte de mantra pour moi. Ça me donne beaucoup de motivation. Cela veut dire qu'il faut travailler de concert pour que la Bosnie avance vers l'avenir. 67% des jeunes bosniens veulent rejoindre l'Union européenne et ils méritent notre soutien. Nous savons que la réalité constitutionnelle et institutionnelle de leur pays est complexe.
C'est vrai, Dayton a amené la paix, mais empêche la Bosnie de devenir un État moderne qui peut fonctionner sans supervision internationale. Je pèse mes mots. Mais n'oublions pas, malgré tous ces problèmes, ce pays est allé de l'avant. Quand il y a une volonté politique, c'est possible d'aller de l'avant. La Bosnie a pu se libéraliser et a atteint le statut candidat à l'adhésion. Et avec l'agenda de réforme, avec la Commission européenne, vous avez parlé également de l'éducation, de l'infrastructure. Il y a eu 1 million d'euros consacrés à cela. Et la dernière fois que j'ai été en Bosnie, j'ai dit, comment est-ce que vous, les responsables politiques, vous pouvez enlever donc 1 milliard d'euros pour les Bosniens alors que cela pourrait les aider. Et quelques jours après, eh bien, la réforme est passée, donc peut-être que je devrais y aller à chaque fois. Benjamin, je t'emmènerai avec moi d'ailleurs. Et avec ces réformes, je suis certaine qu'il y aura des avantages concrets pour les citoyens en Bosnie. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut fournir de l'énergie plus bon marché, meilleur Internet et bien d'autres encore. Vous avez parlé de la République serbe en Bosnie, mais c'est bien plus que leurs responsables politiques. Il y a plus d'1 million de personnes en République serbe, en Bosnie, et il y a différentes nationalités, différentes perspectives et des intérêts partagés dans ce territoire. Et nous voulons que les responsables politiques en République serbe en Bosnie se mettent à l'œuvre également. Et la Cour constitutionnelle a joué un rôle crucial pour préserver l'ordre constitutionnel et juridique en refusant les décisions politiques émises par la République serbe en Bosnie. Et le président de cette entité a pu être démis de ses fonctions, ce qui permettra au pays tout entier d'aller vers plus d'inclusivité et des meilleures structures. La reddition de comptes pour les responsables politiques est essentielle. Marina, vous y parliez. Et je sais que M. Dodik ne m'aime pas. En fait, je m'en fiche. Ça fait partie de mon travail. Ce que je n'aime pas, c'est quand il parle des musulmans, des résidents en Bosnie et qu'il les insulte. Ce n'est pas comme cela qu'un responsable politique devrait agir. Tous les gouvernements ont un mandat très simple en fait. C'est simple à dire, c'est pas simple à faire. Il faut faire le mieux possible pour ses citoyens et c'est ça que j'attends de la Bosnie. Et nous devons aider ce pays à atteindre tous ses objectifs et son avenir. Et j'adore ce pays. J'ai passé beaucoup d'années et de moments formatifs dans ma jeunesse en Bosnie. Et donc permettre à ce pays de guérir de ses blessures de guerre pour que les réformes soient mises en place. C'est pas facile d'ailleurs de parler du passé parce que les blessures sont encore là, elles ne sont pas encore complètement guéries. Mais en fait, ce qui est pire, c'est d'empirer ces blessures en remuant le couteau dans la plaie. Donc, c'est exactement contre cela qu'on doit agir. Tous ceux qui veulent que la Bosnie rejoigne l'UE devraient travailler de concert. Et à vous tous, je vous dis, s'il vous plaît, faites des campagnes d'élection, rejoignez des mouvements politiques dans vos pays. Et Macron en a parlé d'ailleurs.
Benjamin, il y a d'autres plans dont j'aimerais parler. Et j'aimerais vous parler de la manière dont cette année même, nous pourrons permettre à aller plus loin dans l'adhésion de la Bosnie à l'UE. Et c'est seulement comme cela qu'on pourra permettre à la Bosnie de contrer ce déficit systémique. Et c'est en rejoignant l'UE que la Bosnie pourra permettre à son peuple de s'enrichir. Et nous ne voulons pas que la Bosnie rate cette occasion. Nous voulons vivre en paix et j'espère que nous pourrons vivre en paix dans l'Union européenne. Je vous remercie.